conférence autour d'Axel Davzac, directrice générale de la Fondation de France. Axel Davzac, bonjour. Bonjour à vous, pardonnez-moi, il fallait le temps de réactiver le micro. Ah non, c'est parfait. Bonjour. Alors, c'est une webconférence un peu exceptionnelle ce matin car, outre la qualité de l'intervenante, nous lançons officiellement ce matin Sciences Po Alumni Solidaire, une initiative qui est portée par Pascal Perrineau, le président de Sciences Po Alumni, qui salue chacune et chacun d'entre vous et qui fera en sorte de nous rejoindre avant la fin de cette conférence, et portée par les membres du conseil d'administration de Sciences Po Alumni. Alors, Sciences Po Alumni Solidaire, lancée officiellement aujourd'hui, c'est une initiative qui se décline autour de 3 grands axes. Le premier, c'est la création d'un fonds de solidarité, un fonds de solidarité qui est abondé par les dons de chacune et de chacun d'entre vous à l'association, à Sciences Po Alumni, sur ces 3 dernières années. Et c'est un fonds qui va notamment permettre d'accompagner nos camarades qui sont dans une phase ou qui traversent une période de difficulté. Et ce fonds va notamment permettre de mettre en place pour eux des cotisations à tarif réduit pour celles et ceux qui recherchent un emploi, des prêts d'honneur, des cautions solidaires, bref, toute une série de dispositifs qui va permettre de les accompagner. Le deuxième axe de Sciences Po Alumni Solidaire, c'est la mise en place d'un réseau d'alumni pilotes. Un certain nombre d'entre vous, à commencer par les membres du conseil d'administration de l'association, ont souhaité s'investir auprès des diplômés de Sciences Po, auprès d'alumni qui, eux aussi, sont dans des périodes de transition professionnelle, qui traversent également un certain nombre de difficultés et qui sont à la recherche d'une oreille bienveillante, qui sont à la recherche d'une mise en relation, qui sont à la recherche d'un conseil et pour lesquels eh bien, celles et ceux d'entre vous qui nous l'ont fait savoir vont pouvoir se mobiliser bénévolement. Et enfin, Sciences Po Alumni Solidaire, c'est également le lancement d'un programme Donner, c'est recevoir. Vous savez peut-être, c'était la devise de feu Michel Evrard, ancien président de l'association et président d'honneur de Sciences Po Alumni. Et ce programme Donner, c'est recevoir, et ben là encore, va permettre d'aiguiller celles et ceux d'entre vous qui souhaitent s'investir au service des autres dans la société, qui souhaitent s'engager et qui vont rechercher auprès de l'association des conseils pour les aider à mieux décider et choisir leur engagement. Alors, quelques remerciements avant de débuter cette conférence. Tout d'abord, des remerciements très chaleureux et très appuyés à Martine Bournerias, vice-présidente de Sciences Po Alumni. C'est à elle que nous devons l'organisation de la conférence de ce matin. Martine Bournerias met son réseau au service de l'association. C'est elle qui a contacté Axel Davzac et c'est elle qui est également en grande partie à l'origine de cette initiative solidaire. Donc, chère Martine, sois ici au nom du président et de chacune et chacun d'entre nous, très chaleureusement remercier pour cet engagement au service de la communauté des Sciences Po. Des remerciements très appuyés également à Christine Damiguet, Christine qui est la présidente du groupe ESS de Sciences Po Alumni, et d'une certaine façon, le lancement de ce jour est le résultat de plusieurs années de travail conduit par le groupe ESS qui va être très largement impliqué dans cette initiative solidaire. Et le conseil d'administration et Sciences Po Alumni vont très largement s'appuyer sur l'expertise et l'expérience de Christine Damiguet en particulier, des membres du bureau du groupe ESS et de l'ensemble des membres qui, depuis plusieurs années, s'impliquent au sein de ce groupe, et leurs témoignages, leurs conseils et leurs retours d'expérience seront évidemment extrêmement précieux.
Enfin, des remerciements tout particuliers, évidemment, à notre intervenante, à Axel Davzac. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Axel Davzac, vous avez débuté votre carrière chez PSA Peugeot en tant que contrôleur de gestion. Vous avez ensuite rejoint la SAGEM. En 2005, vous devenez directrice générale de la fondation ARC, l'ex-association pour la recherche sur le cancer. Et c'est en 2016 que vous rejoignez la Fondation de France en tant que directrice générale. Je le rappelle, vous nous en direz quelques mots, la Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie en France et vous allez nous parler ce matin du sens et de la place de l'engagement bénévole dans la société civile. Vous allez nous parler du modèle économique, en particulier du secteur non lucratif. Vous allez nous parler des modalités de gestion des bénévoles et puis d'une manière plus générale, vous allez dans ce contexte post-Covid ou en tout cas post-confinement, vous allez nous parler des défis de l'engagement dans cette période. Axel Davzac, encore merci d'avoir accepté cette invitation et je vous passe immédiatement la parole. Merci beaucoup et merci à vous tous d'être, parce que nous sommes ensemble, désormais on est ensemble en visio, donc nous sommes ensemble ce matin. Merci à Martine pour sa proposition, d'autant que j'ignorais que ce matin aurait lieu le lancement de votre initiative visant à mobiliser les diplômés autour des valeurs d'engagement et de solidarité. Et ça résonne particulièrement dans le contexte actuel. Je vais, si vous m'y autorisez, je ne peux pas partager mon écran. Je ne sais pas si quelqu'un peut juste m'autoriser à le faire. J'avais juste préparé 5 slides juste pour nous permettre de suivre le fil de la conversation. Voilà, ça y est. Et ça tombe fort bien puisque j'avais intitulé mon propos « Vive le bénévolat ». Et donc, comme vous lancez votre « Vive le bénévolat », nous sommes parfaitement au cœur du sujet ce matin. En fait, il m'est apparu que alors le bénévolat, quand on travaille dans le secteur, c'est un sujet, une préoccupation constante. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal quand on n'est pas impliqué dans une association ou une fondation. Donc, j'ai proposé de vous parler 5 minutes déjà de ce que ça représente aujourd'hui dans notre pays. En fait, il faut avoir en tête que ce bénévolat, c'est une ressource majeure dans nos modèles socio-économiques. Et je vais l'illustrer dans un instant, et pour autant, c'est assez peu vu et perçu. Donc, alors là, je n'ai pas mis ma source en bas, mais sachez que c'est Viviane Tchernonog qui est chercheuse au CNRS et qui fait un travail remarquable pour essayer, depuis des années, pour essayer d'arriver justement à chiffrer et valoriser tout ce que représente notre secteur. Et donc, un secteur qui représente 10% du PIB, on ne parle donc pas d'une petite activité, et qui représente 10% du PIB, alors même que 89% de ces structures n'ont pas de salariés. C'est dire la place du bénévolat. Et aujourd'hui, en France, dans le monde associatif, il y a 22 millions de bénévoles qui représentent 1,4 million d'équivalents temps plein. Ce qui est assez colossal parce que derrière, et c'est ce que je voulais vous faire toucher du doigt ce matin, j'ai pris les Restos du Cœur, mais j'aurais pu prendre le Secours catholique, le Secours populaire ou n'importe quelle grande structure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces structures associatives, tout ce secteur non lucratif, tient par le bénévolat. Les chiffres sont quand même assez saisissants à mon sens quand on les découvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une structure comme celle des Restos du Cœur, vous voyez que, alors,
il y a une association nationale et puis vous connaissez tous les associations départementales et les relais des Restos du Cœur. Il faut quand même réaliser, donc même au niveau de l'association nationale, on a 80 salariés et 400 bénévoles. Et quand on valorise ce que représentent les salaires et charges sociales des restos, c'est 37 millions, et le bénévolat, 189 millions. C'est dire les équilibres économiques qui se jouent et la manière dont finalement ce modèle économique ne tient plus du tout et s'effondre complètement sans le bénévolat. Et c'est quelque chose qui est très peu ou très mal valorisé dans le secteur. Quand vous prenez les comptes du Resto du Cœur, si vous allez sur leur site, alors comme on est en visio, je ne pouvais pas vous mettre leur compte de résultat en entier. La dernière ligne que je vous ai mise, là, le total produit à 194 millions d'euros, en fait, c'est le bas du compte de résultat. C'est la dernière ligne du compte de résultat dans laquelle vous voyez 194 millions d'euros, donc qui regroupe les dons, les subventions publiques ou européennes qui ont été reçues, les mécénats d'entreprise, les produits financiers. Et puis, en bas du compte de résultat, il y a ces 3 petites lignes qui sont ajoutées, mais qui ne sont pas intégrées dans le total des produits, qui sont la valorisation du bénévolat et des dons en nature dans le cas des restos. Mais c'est assez saisissant de réaliser qu'en termes de masse financière, le Resto du Cœur manipule un peu moins de 200 millions d'euros et qu'en masse non financière, c'est 300 millions d'euros. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, notre monde associatif, il ne vit que par le bénévolat. En revanche, un des défauts du secteur, mais il en a plein, il est extraordinaire, mais il en a plein, c'est que ces ressources sont très, très rarement valorisées. Et il y a un nouveau règlement comptable qui a été publié par l'ANC, l'autorité des normes comptables, qui est applicable à partir des comptes 2020. Donc nous sommes tous en train de travailler l'évolution de la présentation de nos comptes. Et c'est la première fois que la valorisation du bénévolat devient obligatoire. Alors, malgré tout, pour vous dire à quel point le secteur manque de maturité sur le sujet, c'est obligatoire et il faudra justifier auprès de son commissaire aux comptes si on ne le valorise pas. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la prise de conscience de ce qu'est notre modèle économique, elle est extrêmement récente. Et par ailleurs, nous sommes encore dans une démarche et un état d'esprit, mais qui est très imprégné par les normes comptables existantes, où on ne valorisait que les données financières. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important de l'avoir en tête, quand les Restos du Cœur valorisent leur bénévolat, en outre, ils le valorisent au taux horaire du SMIC. Voilà, c'est-à-dire que nous, or les compétences et les expertises qui sont apportées par certains bénévoles valent sur le marché du travail un peu plus que le SMIC. Voilà. C'est vous dire en fait cette richesse extraordinaire qu'il y a dans les structures et qui aujourd'hui n'est pas reflétée. Le point très positif, c'est que d'une part, l'ANC fait évoluer ses normes et ça s'inscrit dans une démarche plus globale, mais j'ai vu qu'il y avait des gens du groupe de l'ESS dans les participants ce matin. Alors j'ai vu une question sur ESS, je ne sais pas ce que c'est économie sociale et solidaire. Et en fait, l'ANC travaille également pour faire une révision des normes comptables plus généralement, pour intégrer aussi dans les comptes des entreprises leur impact social, leur impact environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on vit un moment très intéressant où il y a une prise de conscience assez générale, où finalement la mesure financière n'est plus l'unique mesure. Alors on ne va pas calculer, on n'en est pas encore à calculer l'indice du bonheur, mais en revanche, se figurer que la valeur ajoutée créée par un acteur lucratif ou non lucratif, elle n'est pas uniquement liée à une donnée financière, c'est extrêmement important parce que c'est aussi la reconnaissance de ce qui est produit. J'y reviendrai après. Donc c'est plutôt encourageant, en tout cas, pour la reconnaissance notamment de ce qu'est le bénévolat. Alors ensuite,
le bénévolat, comment ça marche? Parce que je me suis dit, finalement, il y a beaucoup, et on voit souvent des personnes qui disent « Ah, mais moi, je veux être bénévole, je veux donner, c'est merveilleux. » Mais finalement, la manière dont est géré le bénévolat, c'est assez peu connu quand on est à l'extérieur. Donc, j'ai pris l'exemple de la Fondation de France, puisque c'est celui que je connais un petit peu, pour raconter ce que sont les bénévoles à la Fondation de France. Déjà, il y a 560 bénévoles, il y a un peu moins de 200 collaborateurs à la Fondation de France. Alors, nous ne sommes pas dans des ordres de grandeur comme ceux des Restos du Cœur, puisque nous n'avons pas de distribution alimentaire ou nous ne sommes pas opérateurs comme les restos, mais vous vous rendez compte qu'on est dans un facteur x3 entre l'équipe salariée et l'équipe bénévole. C'est-à-dire que de la même manière, notre modèle économique, il est très difficilement soutenable si je dois remplacer des bénévoles par des collaborateurs. Donc nous, il y a 3 types de bénévoles à la Fondation de France. Il y a tous les bénévoles de la gouvernance, c'est-à-dire tous ceux du conseil d'administration, du bureau et des différents comités du conseil. Ces bénévoles, de manière extrêmement classique, qui définissent la stratégie, contrôlent leur mise en œuvre, puisqu'en tant que directrice générale, je rapporte au conseil d'administration. Ils votent le budget, les programmes et bien sûr, ils approuvent les comptes et ils contrôlent la gestion. Il y a ensuite, pour arriver à mettre en œuvre, alors je ne veux pas vous parler de la Fondation de France parce que ce n'est pas l'objet, mais juste vous dire que nous, dans notre action, nous avons des programmes sur tous les champs de l'intérêt général, puisque c'est dans notre objet social. Et donc, pour mettre en œuvre tous ces comités de programmes dans l'habitat, dans l'éducation, dans l'environnement, dans les personnes âgées, la santé, la recherche et ainsi de suite, pour appuyer, structurer nos programmes et arriver à orienter le champ sur lequel s'investir, nous avons un comité d'experts bénévoles sur chacun des champs. Donc nous avons plus d'une trentaine de comités qui proposent des politiques d'intervention et qui conseillent sur les actions. Leur rôle, il est d'éclairer sur une thématique donnée les enjeux et le type de projet qui peut permettre véritablement d'avoir un impact et de changer les réponses que la société apporte aujourd'hui sur un sujet donné. Et tout l'enjeu dans ces comités, donc ils font, alors en fonction des comités, sont des comités qui vont de 12 à 18 membres en général. L'idée, c'est de rassembler les expertises, croiser et les regards différents sur un sujet donné. Par exemple, si je prends notre programme sur les prisons, nous allons rassembler autour de la table, bien évidemment, tous les acteurs qui accompagnent ces personnes, mais aussi des personnes de l'administration pénitentiaire, parfois des juges d'application des peines, des directeurs de prison ou des gens qui ont travaillé dans ce secteur-là, bien sûr des acteurs associatifs qui accompagnent ces populations, et puis des psychologues, et puis des personnes qui travaillent dans le champ de l'insertion et du maintien du lien familial. Parce que typiquement, il faut bien arriver à croiser tous ces regards pour arriver à apporter des réponses pertinentes pour accompagner ces personnes qui sortent de prison. Et puis, il y a un troisième type de bénévoles qui sont sur le terrain, alors qui sont pour nous majoritairement dans les différentes régions, qui sont dans toute la France, puisque nous avons des fondations de France dans toutes les régions avec 6 bureaux implantés dans 6 villes. Et nous avons des bénévoles qui sillonnent les régions pour aller repérer les acteurs, pour aller à la rencontre des porteurs de projets, pour faire toutes les évaluations, proposer, et puis aussi faire rayonner ce travail de réseau de la Fondation de France pour créer une communauté de philanthropie. Donc vous voyez bien que le bénévolat, il peut être extrêmement différent dans le temps qui est demandé aux bénévoles, dans le type de mission qui est confiée, dans la responsabilité aussi qui est prise, parce que quand on est le président ou le trésorier de la Fondation de France,
on est mandataire social bénévole d'une structure qui gère 2,5 milliards d'actifs. Donc voilà, il faut accepter aussi de prendre des responsabilités assez lourdes en bénévolat. Ou alors des gens qui vont préférer réfléchir, travailler, bâtir des politiques, ou à l'inverse, des bénévoles qui, eux, veulent être sur le terrain, accompagner les acteurs et être très proches des associations et des sujets. Donc tout ça pour dire que dans la démarche de bénévolat, il y a tout un tas de questions à se poser, mais j'y reviendrai après. Alors, comment ça marche les bénévoles à la Fondation de France? Alors, de manière un peu peut-être particulière, moi je pose la question, est-ce que finalement ce sont des collaborateurs comme les autres? Parce que vu de l'extérieur, nous publions des offres de bénévolat, nous faisons passer des entretiens, alors je mets recrutement entre guillemets, puisque bien évidemment la nature de la relation n'est pas la même, mais en revanche, ces entretiens, ils sont extrêmement importants pour s'assurer que des deux côtés, tout le monde sera content et trouvera sa place dans la structure. Nous faisons des conventions de bénévolat très simples avec des mandats à durée déterminée dans lesquels nous expliquons aux bénévoles qui sera son référent, ce qui est attendu, sa mission, en quelque sorte les règles du jeu du bénévole. Et à cette différence près, les bénévoles sont accueillis et intégrés avec tous les nouveaux collaborateurs. Il y a des journées d'accueil, il y a des journées de formation qui mélangent les salariés et les bénévoles sans aucune distinction. C'est-à-dire que nous intégrons les bénévoles comme les collaborateurs dans la maison. Ils ont une adresse email Fondation de France, ils ont les outils, ils ont tout et ils font partie parce que nous considérons que les bénévoles font partie comme tout le monde de cette maison Fondation de France. Et en revanche, je vous l'ai dit, des profils et des métiers très spécifiques. C'est-à-dire que arriver, entre guillemets, juste avec une intention de bénévolat, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut être très au clair aussi sur ce qu'on souhaite et ce qu'on attend. Ça, c'est un point pour moi qui est extrêmement important en termes de réflexion, aussi bien du côté des bénévoles que des structures. C'est-à-dire que les motivations de bénévolat sont très variées et variables. Il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin d'une reconnaissance sociale, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il est important, souvent en fin de carrière ou lors d'un départ à la retraite, de pouvoir avoir toujours cette reconnaissance sociale, c'est-à-dire faire partie d'un corps social, qui soit une association ou une fondation. Il y a des bénévoles qui souhaitent vraiment être utiles et c'est tout, ou encore d'autres qui souhaitent utiliser leurs compétences, c'est-à-dire qu'ils ont une expertise très forte. J'ai vu, il y a un bénévole qui travaille dans notre comité Habitat, qui a fait toute sa carrière sur les enjeux de l'habitat, des collectifs. Et lui, il dit, moi j'ai tout un tas de compétences et je voudrais continuer à pouvoir les exercer et les mettre au service des autres. Et je dis aussi qu'il faut que les structures soient au clair de leurs attentes, parce que très souvent, et ça je l'entends aussi parfois, des personnes qui voulaient faire du bénévolat et qui sont très déçues parce qu'elles disent « mais j'ai été mal accueillie, mais on m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas du tout ce que je souhaitais ». Et donc je pense aussi que notre secteur globalement a un vrai travail de réflexion à faire sur ce qu'elles cherchent, ce qu'elles attendent et sur les règles du jeu qu'il faut mettre en place entre le bénévole et la structure concernée. Et donc c'est vraiment pour moi un équilibre dans les attentes respectives, parce que bien évidemment, il n'y a pas de lien hiérarchique entre le bénévole et la structure, donc on n'est pas du tout dans le management. Néanmoins, il y a une animation de bénévoles, puisqu'il y a un cadre qui est fixé au démarrage, et donc c'est un vrai investissement pour les structures qui n'est pas toujours fait au demeurant. Et moi, je considère qu'à la Fondation de France, on a encore pas mal de travail sur le sujet. Et
il peut y avoir aussi beaucoup de déceptions et d'erreurs. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un bénévole qui quitte une structure parce qu'il est déçu, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, parce que c'est quelqu'un qui va s'éloigner du coup du bénévolat et qu'on perd en quelque sorte, et que le secteur perd, et ça c'est extrêmement dommage. Donc je pense qu'il faut être très au clair sur cette partie-là. Après, dans les raisons d'espérer, malgré les difficultés qui existent parfois, c'est ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer a été à la fois terrible pour nous tous, et en même temps, moi j'y ai vu un signe d'espoir tout à fait extraordinaire dans la mobilisation, la générosité et l'engagement qui se sont exprimés. Une toute petite incise, le confinement a été annoncé le 16 mars et nous, dès le 8 mars à la Fondation de France, nous avons fait une réunion de crise parce qu'on avait tous les acteurs de terrain, toutes les associations qui nous appelaient, qui nous disaient c'est la catastrophe qui est en train de s'annoncer. Alors on était beaucoup sur la partie soignant et EHPAD, c'est-à-dire prise en charge des soins hôpital et hors hôpital, ça va très mal. Et si jamais on est confiné, ça va être la catastrophe. Et là, pour le coup, c'était toutes les assos de distribution alimentaire, d'accueil des SDF, des migrants, qui étaient extrêmement inquiètes sur ce qui allait se passer dans les semaines à venir. Et donc, à la Fondation de France, nous, une semaine avant le confinement, on se dit, bon, il faut qu'on se mette en position de pouvoir venir aider toutes ces structures. Mais comment va-t-on faire parce que à l'époque, on se dit que les gens vont être paniqués, donc il ne sera pas possible de lever 1 euro pendant cette crise. Ça pourrait même paraître indécent dans le contexte et opportuniste. Et deux, si jamais on est confiné, comment fait-on? Toutes les assos vont fermer, et là, ça va être dramatique pendant tout le temps du confinement. Et du coup, on a commencé à appeler, à travailler, nous, et on a monté un programme, notre programme qu'on a appelé programme Covid, de manière assez peu originale. Et puis, tout a basculé le 16 mars. Mais dans l'intervalle, on avait réussi, nous, dans les 10 jours qu'on suivit, à mettre en place des solutions palliatives, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous confinés, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de bénévoles que pendant cette période. C'est ça qui a été extraordinaire et que moi je trouve plein d'espoir. C'est-à-dire qu'on était tous confinés et vous savez que dans le bénévolat, il y a beaucoup de gens plutôt au-delà de 50 ans, c'est-à-dire des gens qui recommencent à avoir un petit peu de temps. Or, on était aussi dans les populations les plus fragiles au regard du risque de pandémie, et donc on s'est dit mais comment va-t-on faire, parce que non seulement les associations sont fermées, les citoyens sont confinés et tous nos bénévoles qui d'habitude sont prêts à partir sillonner les routes ne vont pas pouvoir sortir parce qu'en plus ils sont encore plus à risque, donc il n'est pas question qu'on les mette en risque. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une mobilisation des jeunes absolument extraordinaire. Beaucoup dans les quartiers en région parisienne, ce sont beaucoup les jeunes qui se sont dit il faut qu'on aille aider les personnes âgées qui sont enfermées chez elles, qui ne peuvent pas sortir ou pour lesquelles ce serait très risqué. Et puis, un autre point qui est pour nous extrêmement positif pour l'avenir, c'est que souvent, les bénévoles étant les plus âgés, ce n'est pas eux qui étaient les plus agiles, on va dire, avec les outils informatiques. Et là, ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils étaient confinés et enfermés chez eux. Et donc, bien évidemment, on leur a donné les outils, les connexions et les modes d'emploi, mais ils ont été obligés. Et du coup, on a réussi à faire un saut extraordinaire, nous, notamment dans tous les comités d'expertise des projets. Et on a fait ce mot horrible de télébénévoler, mais qui est devenu une réalité pour beaucoup de gens. Et donc, il y a eu vraiment une dynamique et une volonté et un engagement des bénévoles qui étaient déjà bénévoles, mais aussi de tout un tas de gens qui étaient extrêmement loin du bénévolat, qui a été pour nous extraordinaire et qui est un vrai signe d'espoir. Tout l'enjeu, ça va être d'arriver à garder cette dynamique.
cette dynamique, elle est importante parce que les mois qui viennent vont être très difficiles, c'est-à-dire que nous, ce que nous avons vu sur le terrain ces derniers mois, c'est des personnes qui étaient en situation de fragilité ou de vulnérabilité ont basculé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont basculé dans la précarité pendant le confinement. Donc, on a des besoins supérieurs à ceux qui existaient avant le confinement. Et l'autre point, c'est que compte tenu de la situation économique, des pertes d'emplois massives qu'il va y avoir, notamment sur les populations les moins qualifiées, il va y avoir un véritable enjeu à pouvoir accompagner toutes ces personnes. Et donc, il va falloir que nous soyons présents avec un secteur associatif qui est très fragilisé parce que lui aussi touché dans son modèle économique. Donc, pour nous, on a un très, très gros enjeu de garder cette dynamique positive, d'arriver à accompagner les acteurs sur le terrain, et ça marchera avec le bénévolat. C'est-à-dire que ce qui s'est noué d'extraordinaire pendant 3 mois, c'est cet engagement au service des autres, quel que soit son âge, sa catégorie de population, ses convictions, et ses convictions en termes d'intérêt pour l'intérêt général. Et il faut arriver à créer cette dynamique et à la garder, parce que sinon, on a un risque majeur à l'inverse, face aux difficultés économiques qui s'annoncent, d'un repli sur soi, et qui va être dramatique et pour les personnes qui en ont besoin et globalement pour la société elle-même. Et donc, moi, je dis ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait prendre à beaucoup de gens qu'il était essentiel que chacun prenne sa part d'intérêt général. Et donc, il faut arriver à garder ça. Donc, puisque vous avez créé votre Sciences Po solidaire, c'est magnifique parce que vous allez pouvoir, dans votre communauté, et c'est vraiment ces mouvements collectifs qui font la différence pour moi. Parce que qu'on donne de l'argent, du temps, de l'intelligence, des compétences, peu importe, ce qui se joue au-delà de ce qui est donné, en fait, c'est du lien social et c'est aussi ce qui fait le ciment de notre société. Voilà. Et j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'est parfait, Axel Dabzak, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous propose de lancer la conversation. Nous avons 25 minutes. Vous pouvez poser vos questions à travers le chat, le mode de conversation qui est sur votre écran, au bas de votre écran. C'est la petite icône du milieu. J'ai reçu un premier message de notre collègue et camarade Catherine El Harouni, qui était déléguée générale des Restos du Cœur jusqu'en février dernier, qui est également membre de la commission ESS de Sciences Po et qui souhaite apporter sa contribution à travers un petit témoignage. Catherine, c'est à vous. Il faut activer le micro, Catherine. Vas-y. Micro. Vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez? Bonjour, bonjour Bernard, bonjour Christine et les membres de l'ESS et bonjour Axel et merci pour ce témoignage extrêmement précis et cette mise en lumière du modèle Resto qui est effectivement un modèle pour lequel le bénévolat est le terreau et le fondement donc de cette association. Alors moi, j'ai juste un petit complément à faire par rapport à ce que l'on constate, ce qu'on a constaté avant le Covid. En fait, ce sont 2 difficultés. Hein. C'est la capacité à trouver des bénévoles qui s'engagent dans des responsabilités. Donc là, on a un sujet de gouvernance associative qui est de plus en plus fort, puisque comme vous l'avez signalé, il y a 117 bureaux et conseils d'administration à structurer tous les ans. Et le deuxième sujet, c'est la capacité de manager des bénévoles, donc cette nécessité d'avoir un management collaboratif dans toutes les, je pense, les grandes associations et fondations. Sinon, c'est un modèle qui ne marche absolument pas. Donc nous, face à ça, comme vous l'avez dit, pour la Fondation de France, on a développé des process, on a même été jusqu'à un SIRH adapté au bénévolat qu'on est en train de déployer partout en France pour arriver à détecter des bénévoles qui sont prêts à s'engager et à assumer les responsabilités nécessaires. Mais c'est vraiment cela, je pense, et ça peut vraiment intéresser tous les membres de Sciences Po.
que de considérer que maintenant, il y a cet enjeu de pérennisation de la gouvernance associative et nous devons aussi, les uns et les autres, amener à continuer à professionnaliser nos outils et nos méthodes. Merci. Merci beaucoup, Catherine, pour ce témoignage. Alors, en parlant de gouvernance, Axel Davenac, vous le disiez tout à l'heure, il faut un équilibre entre les attentes des structures et entre les attentes des bénévoles. On n'est pas dans une relation hiérarchique, on n'est pas dans du management. Et on a une question de Pascal, notamment, qui nous demande pourquoi réservez-vous le terme de management au secteur privé, d'une certaine façon, et pourquoi le remplacez-vous par le terme animation quand il s'agit du secteur non lucratif? Alors, c'est le choix que nous avons fait, en tout cas, c'est le choix que nous avons fait à la Fondation de France, parce que nous considérons que la nature de la relation entre l'employeur Fondation de France et un collaborateur salarié ou l'employeur Fondation de France et un bénévole n'est pas de même nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique à aucun moment entre la structure et un bénévole. Du coup, ce n'est pas du management au sens où je vais encadrer, et il y a une autorité alors, qui s'exprime plus ou moins en fonction des modèles d'entreprise. Malgré tout, la relation est construite de cette manière-là. Avec un bénévole, elle n'est pas construite de cette manière-là. Avec un bénévole, nous avons donc cette convention de bénévolat qui finalement entérine que la personne vient apporter ses compétences ou son savoir-faire et son temps pour une mission spécifique au sein de l'entreprise, mais si, entre guillemets, le bénévole, la valeur ajoutée qu'il apporte n'est pas du tout au rendez-vous de ce que la structure attend, si vous voulez, on ne va pas faire un entretien d'évaluation pour lui dire que ça ne va pas, que ce n'est pas au rendez-vous du tout. La relation n'est pas du tout de cette nature-là, si vous voulez. Donc, c'est plus de l'animation, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important au début pour moi de bien être au clair sur les attendus de la mission, la manière dont la structure fonctionne. On est tous très différents dans nos modes de fonctionnement. Les règles du jeu que nous donnons, et si ce contrat est accepté par la bénévole, ça marchera. Mais maintenant, si ça ne marche pas, si vous voulez, généralement, on attend un peu, on essaye de discuter, mais où le bénévole démissionne, où il reste, c'est très variable, mais il n'y a pas de lien managérial. Voilà, c'est pour ça que nous avons cette différence. Merci beaucoup. Une question et un témoignage également de la part de Nicolas Katsaras. Je vous passe la parole en direct. Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Merci Axel pour cet exposé qui était très intéressant et très motivant. Pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis secrétaire général d'une fondation, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et on a un modèle économique qui repose également en partie sur du bénévolat, en particulier du bénévolat de jeunes chercheurs. Nous ne sommes pas en mesure, de par nos statuts et nos missions, d'avoir des postes de chercheurs, donc on ne peut pas embaucher de chercheurs. Et néanmoins, on a besoin de chercheurs pour faire fonctionner nos activités scientifiques. Et donc, on utilise pas mal de chercheurs, et en particulier de jeunes chercheurs, à qui on offre un petit peu en contrepartie une exposition médiatique. Et moi, ma question, Axel, c'est la suivante, c'est qu'à un moment donné, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une forme de concurrence entre de l'emploi et du bénévolat, et que ces jeunes chercheurs, si nos statuts nous le permettaient, s'ils étaient acceptés, pourraient parfaitement devenir des chercheurs sous contrat au sein de la Fondation. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écart entre les missions qu'on leur confie et un emploi salarié pourrait avoir du sens. Alors, en disant ça, j'ai bien conscience que je mets en danger, comme tu l'as très bien dit, le modèle économique sur lequel on fonctionne. Mais vu de leur point de vue, si je laisse de côté les gens qui ont trouvé du temps parce qu'ils sont soit en fin de carrière, soit à un moment donné de leur vie professionnelle, soit parce qu'ils ont du temps tout simplement, il y a aussi une partie, me semble-t-il, de bénévoles qui peuvent se retrouver en concurrence directe avec de l'emploi. Je ne sais pas comment tu réagis à ce genre d'interrogation.
Moi, je pense que tout le secteur, en tout cas à un moment donné, passe par ce type d'interrogation. Et absolument toutes les structures. À la Fondation de France, quand on fait de l'évaluation de projets par des bénévoles, on peut aussi, certaines fondations font ce choix, ou même certaines institutions publiques, de rémunérer des prestataires pour faire de l'évaluation de projets. Et moi aussi, je fais cohabiter à certains endroits ces deux modèles-là. Donc, nous avons tous et pour moi, ce n'est pas du tout une contradiction, mais en tout cas, c'est deux phénomènes à gérer. La réponse, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a au niveau de la structure elle-même, pour moi, il y a un choix de mode de fonctionnement. Et typiquement, je pense que Catherine, avec les restos, pourrait en parler très bien. Quand on voit tous les bénévoles qu'il y a au niveau de l'association nationale, typiquement, il y a plein de postes qui pourraient parfaitement être à 100% des salariés. Donc, il y a un choix à l'origine stratégique pour moi de la structure, au-delà des contraintes financières, de dire ça, je veux que ce soit un poste salarié ou ça, je veux que ce soit tenu par un bénévole. Et comme justement, on ne manage pas et on ne pilote pas l'activité de la même manière, ça ne donne pas malgré tout le même résultat. Hein. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un choix stratégique. En revanche, pour moi, il n'y a pas de concurrence parce que c'est fondamentalement, encore une fois, au-delà des questions financières, c'est fondamentalement le modèle associatif, c'est-à-dire que ce que nous portons, nous, quand même, structure, association et fondation du monde non lucratif, c'est l'idée fondamentale que, à côté du monde privé et des pouvoirs publics, nous avons besoin dans notre société de ces structures privées d'intérêt général dans laquelle chacun, à titre individuel, va s'engager en faisant un don et ou en donnant de l'argent pour le collectif. C'est-à-dire que, moi je considère, c'est quelque chose qui est, c'est une de mes convictions très fortes, c'est-à-dire que je ne crois pas au tout privé et tout public. Ce que porte le monde associatif fondamentalement, c'est ça, c'est cette idée d'engagement individuel pour les autres à travers l'intérêt général. Et donc, à titre bénévole aussi. Et ce que porte le bénévolat, c'est ça fondamentalement aussi. C'est cet engagement individuel pour, je dis toujours, pour un autre que je ne connais pas. Voilà. Et c'est ça qui fait la société. Donc, pour moi, c'est pas du tout de la concurrence, en fait. Ce sont des choix. Merci. Alors, nous avons un témoignage également de la présidente de l'association IDEAS qui a entre autres labellisé la Fondation de France et qui souhaite intervenir sur le bénévolat de gouvernance. Merci. Merci Axel. Vraiment, je crois qu'on ne peut qu'adhérer à tous les angles que tu as développés. En tant que présidente d'IDEAS, je partage tout à fait. Nous avons des personnes en bénévolat de gouvernance et des personnes qui sont bénévoles pour l'activité, 150 bénévoles. J'assiste très rapidement, on porte une extrême attention au recrutement, à la formation. On les respecte énormément. Ça, c'est un mot qui est nécessaire parce qu'on se rend compte que quelquefois, il y a des glissements. Il faut vraiment travailler ensemble et je crois que tout le monde y trouve son compte. Les bénévoles chez nous restent, je crois, en général 8 ans. Bon, il y a quelques cas liés à des situations individuelles, mais je crois que tout ça est très important et on crée vraiment une communauté autour des objectifs. Je voudrais juste éclairer deux petits points. Un point sur lequel on travaille, notamment dans le groupe Sciences Po ESS, mais avec d'autres structures, passerelles et compétences. Je ne sais pas si certains sont là ou d'autres qui sont présents dans cette rencontre de ce matin. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un enjeu de professionnalisation, n'ayons pas peur des mots, de la gouvernance, qui n'a pas toujours suivi la professionnalisation des associations et fondations. Aujourd'hui, dans les équipes salariées permanentes des associations et fondations, même de petites structures, on a vraiment des personnes qui ont fait des choix professionnels, qui ont des belles formations, des beaux parcours professionnels. Vous le savez, nous, on le sait peut-être tous, mais ce n'est pas toujours assez connu. Les associations, aujourd'hui, sont vraiment animées, dirigées par des équipes très professionnelles. Et quelquefois, la gouvernance a un peu vieilli et c'est pas complètement adapté à ça. Donc, il y a un enjeu, d'une part, de renouvellement et de professionnalisation. Donc, on y travaille collectivement
au sein de Sciences Po, les anciennes Sciences Po ESS avec d'autres. L'IFA également s'y intéresse, vient de monter hier, l'Institut français d'administrateurs, un groupe de travail qui est dédié aussi qui prend en compte maintenant le sujet de la gouvernance dans le secteur non marchand. Donc, on a un vrai sujet et je crois que la rencontre de ce matin l'éclaire tout à fait. Et je voudrais insister très rapidement sur un tout petit point qui a été très bien présenté par Axel tout à l'heure, c'est celui de l'ANC, des normes comptables. C'est compliqué. Donc, on a mis en place des formations ouvertes à tous. Nous, on a un modèle gratuit, donc tout est accessible et tout est gratuit, avec que 2 salariés, bref, et du bénévolat. Donc, et on a monté des formations spécifiques pour les associations et fondations, parce que c'est pas si simple. Catherine Larouni disait tout à l'heure que c'est exemplaire que les Restos du Cœur ont monté un dispositif SIRH pour le recrutement et la gestion des bénévoles. Ça permet aussi plus facilement d'évaluer ce temps de travail des bénévoles pour entrer dans les normes comptables. Voilà, donc là, il y a peut-être quelque chose dont on pourrait s'emparer à l'intérieur de ce réseau pour très spécifiquement avec l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes, faire un petit focus là-dessus, parce que le temps passe vite et il reste 3 mois. Et comme tu l'as dit, Axel, le printemps a été très, très mobilisé sur des urgences. Et donc, on va se trouver avec des délais très courts et c'est quand même assez technique et tout à fait nécessaire, on est bien d'accord. Donc, merci encore et merci à Sciences Po, les amis de Sciences Po, de permettre d'éclairer ce débat, parce que je crois que tous dans cette communauté, on peut vraiment être présent dans ce renouvellement du bénévolat, et c'est à quoi travaille Christine en ce moment. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage et je passe justement la parole à Christine Damiguet, présidente du groupe ESS de Sciences Po Alumni. Oui, mais merci Bernard. J'ai mis, non, c'est pas muet, c'est bon. Merci Bernard, merci Axel Delzat pour votre intervention ce matin. Je crois qu'il nous est clair et qui correspond vraiment à toute notre réflexion actuelle. Alors, il y a déjà 2 personnes du bureau, donc Catherine Alafoudi et Isabelle, qui viennent de prendre la parole, donc je ne vais pas abuser au nom du groupe ESS. Je voulais quand même simplement rappeler comme autre chose. Bon, j'ai trouvé extrêmement intéressant tout ce que vous avez dit sur la nécessaire adéquation entre les attentes des bénévoles et des associations d'autre part, sinon ça fait naître des déceptions et des frustrations, et je crois qu'il faut vraiment éviter ça. Il y a un vrai travail à faire. Et je voudrais insister aussi sur une autre chose, c'est que le tissu associatif, ce n'est pas uniquement les grosses associations. Donc, il y a des centaines de petites associations en France qui sont extrêmement efficaces, qui font un beau travail, mais qui ont aussi des tas de difficultés. Je crois que c'est important qu'on puisse aussi ne pas avoir cette vision globale uniquement des grosses associations avec des problèmes de gouvernance et tout. Il y a vraiment des problèmes sur le mécénat de compétences qui n'est pas vraiment tout à fait encore mis en place comme il le faudrait pour les petites associations, parce qu'il y a ce problème de rescrit fiscal, etc., qui revient constamment. Alors, sachez que le groupe ESS, on se penche constamment sur ce type de questions et qu'on a organisé pas mal de réunions sur le modèle économique des associations, sur les problèmes de financement, etc. Mais c'est vraiment des choses où on a besoin peut-être quelquefois de pouvoir échanger avec des grosses structures, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être abrité par la Fondation de France ou autre chose. Il y a des tas de petites associations et je crois qu'on a un rôle au niveau du groupe ESS. Alors, je reprends aussi juste ce que vient de dire, je rebondis sur ce que vient de dire Isabelle, sur le bénévolat de gouvernance. C'est vrai qu'il y a tout ce bénévolat de compétences, on a besoin, mais on a besoin de le structurer pour savoir à qui s'adresser, comment faire, etc. Même pour les petites associations, j'insiste, et là, on va essayer de faire quelque chose avec Sciences Po Alumni. Et le bénévolat de gouvernance, on est extrêmement intéressé par le partenariat que nous a proposé Passerelle les compétences, parce que les associations, même les petites et les moyennes, ont des problèmes de conseil d'administration à renouveler, à animer, etc. Et ont besoin effectivement de ne pas laisser du tout ça au hasard, de professionnaliser complètement ça. Donc ce dossier est mené par Isabelle pour notre groupe. Et j'en profite justement de cette prise de parole, puisque je crois qu'on a un certain nombre de camarades qui sont présents, pour dire qu'on voudrait développer ce projet assez rapidement, je crois, dans l'intérêt de tout le monde. Et merci encore.
Merci beaucoup, Christine. Alors, avant de passer la parole à Martine Bournerias, il y a une question qui nous est posée également. Pour rebondir sur bénévolat / salariat, le modèle n'est-il pas fragile ou fragilisé au regard des possibles contentieux juridiques? Et comment sécuriser ce modèle, Axel Davzac? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Le contentieux serait un contentieux de l'équipe salariée versus l'attribution de poste, entre guillemets, ou de mission à des bénévoles. Alors, si c'est ça la question, ça veut quand même dire qu'on a un petit sujet de fonctionnement dans la structure, parce que des structures dans lesquelles des salariés feraient des contentieux à l'employeur parce qu'il y a des postes en bénévolat, dans le monde associatif, ça veut dire que le problème est ailleurs, en fait. Ça veut dire que le problème n'est pas dans bénévolat versus salariat, mais que le problème est ailleurs dans globalement le dialogue social avec les collaborateurs. Si vous voulez, si on en arrive là, pour moi, c'est révélateur d'autre chose, puisque quand on vient travailler dans le secteur, on sait pertinemment et dans toutes les structures que cohabitent des salariés et des bénévoles. Voilà. Donc, après le contentieux, il fallait aller au bout du bout, je pense que le seul cas dans lequel, mais je ne suis pas une experte, il pourrait y avoir une discussion serait celui où un salarié aurait été licencié ou remercié et remplacé par un bénévole. Pourrait y avoir un contentieux, mais bon, ça me paraît quand même assez théorique, ou alors, encore une fois, c'est que la situation va très mal avec les partenaires sociaux. Voilà. Donc, merci. Je n'y crois pas. Merci, Axel. Une question de Martine Bournerias. Bon, ma question, c'était par rapport effectivement à des chômeurs de relativement longue durée, puisqu'on va traverser une crise économique. Donc, est-ce qu'il y a une compatibilité entre être bénévole et une recherche d'emploi et jusqu'où? Alors, c'est plus que pour moi que compatibilité. C'est au contraire un excellent accélérateur. Puisque quand on est éloigné de l'emploi pendant une période un peu longue, ce qui est très difficile à vivre pour les personnes, c'est justement le sentiment d'inutilité sociale et de reconnaissance par la société à travers un titre, un poste et une entreprise, si on travaille dans l'entreprise. Et donc, du coup, faire du bénévolat, ça produit deux effets fabuleux, c'est-à-dire que, on a une utilité sociale, de fait, puisqu'on est engagé dans une structure, donc on retrouve de l'utilité à titre individuel. Et deux, ça permet de dire aussi, que fais-tu? Non, c'est pas je cherche du boulot, c'est je suis très engagé pendant cette période-là et là. Donc ça produit les deux effets, à la fois à titre individuel pour soi, parce qu'on est utile, et vis-à-vis des autres et de son cercle social, d'avoir une activité, donc quelque chose à renvoyer. Donc, et on change de position finalement, on vient apporter de l'aide, alors que quand on cherche du travail, à l'inverse, on va demander de l'aide. Et du coup, on se remet dans une dynamique complètement inverse qui est de dire c'est moi qui donne, c'est pas moi qui demande de l'aide, c'est moi qui aide les autres. Et donc, c'est extrêmement positif aussi, je trouve, en termes et on le voit souvent, en termes d'énergie et donc finalement de capacité à convaincre dans une recherche d'emploi plus classique, donc au contraire. Ce sont des engagements complètement courts, alors ça peut poser un problème aussi aux associations, d'avoir des personnes qui s'engagent peut-être pour quelques mois. Alors, il y a aussi d'abord, chaque structure
à des formats de bénévolat très variables en termes de temps. C'était dans la première slide de Viviane Tchernonog. Hein. Vous voyez, quand, du nombre d'heures par mois, vous avez une grande ventilation. Ce n'est pas forcément du tout du bénévolat à temps plein. Et ensuite, il y a aussi des structures qui acceptent du bénévolat et de l'engagement et qui mixent même en fait la recherche d'emploi et le bénévolat. Alors, elles ne sont pas très nombreuses. Je ne vais pas donner leur nom parce qu'après les pauvres elles vont être noyées de demandes, elles ne pourront pas répondre. Et puis je crois aussi qu'il faut que chacun trouve sa place. Mais encore une fois, ce qu'a révélé le confinement, c'est que en fait, on pouvait tout à fait rendre compatible une activité professionnelle à plein temps et le bénévolat. Voilà. Donc, on peut aussi dire à une association, voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup de temps, le jour où je retrouverai du travail, je resterai, mais je donnerai moins de temps. Et en fait, c'est extrêmement précieux aussi pour les associations parce qu'on construit la relation dans le temps, on apprend à se connaître et c'est une vraie valeur pour l'association en fait. Merci. Alors peut-être deux dernières questions. Il nous reste 2 minutes avant 9h30. La première que je me pose, et je pense que nous sommes plusieurs collègues, directeurs généraux ou délégués généraux d'associations à nous la poser. Vous avez indiqué un regain d'intérêt pour le bénévolat à l'occasion de la crise sanitaire que nous venons de traverser pour les moins de 25 ans. Cette question de l'engagement associatif, du bénévolat et évidemment du don pour le public des millennials, des moins de 35 ans d'une manière générale. C'est quelque chose qui nous interroge de façon très transversale au sein des différentes associations. Quels sont les déterminants de l'engagement que vous avez pu ressentir de la part de cette population relativement jeune? Ça, c'est la première question. Et deuxième question qui nous est posée par Rokia concerne est-ce qu'il existe un outil qui permet aux bénévoles de trouver une structure ayant des besoins qui correspondent à ces compétences. Voilà. Donc, l'engagement des plus jeunes et ensuite, comment trouver la bonne association qui correspond aux compétences que chacune et chacun d'entre nous avons. Alors, l'outil, il y a France Bénévolat. Ce qui me vient très spontanément, c'est quand même France Bénévolat qui fait beaucoup de choses sur justement tout ce qui est bénévole, les relais qui existent, les plateformes et ainsi de suite. Je vais vite parce que du coup, donc, je ne développe pas plus parce qu'il n'y a plus de temps. Et votre question sur les jeunes, il est évident qu'il va falloir que tout le secteur s'adapte de manière assez radicale à la générosité, qu'elle soit en argent ou en temps, des plus jeunes générations. Pour nous, enfin nous semble-t-il, en tout cas moi, ma vision, c'est deux aspects très différents. La rapidité de la réponse, voilà, c'est-à-dire on n'est pas du tout sur les mêmes tempos, c'est-à-dire qu'on est à l'heure des réseaux sociaux. Donc il faut répondre vite, il faut être réactif, il faut savoir se mettre dans leur tempo. L'autre point extrêmement important, c'est que on a connu des générations de donateurs ou de bénévoles dans les plus âgés qui s'engageaient parce que, on va dire culturellement, c'était important. Le ressort que nous sentons nous chez les plus jeunes, c'est pas il faut le faire, c'est pas une espèce de diktat hérité d'une culture de charité et ainsi de suite, qui était pas mal le ressort des générations les plus anciennes. En fait, aujourd'hui, la génération du plus jeune, ils s'engagent parce que ils ont conscience à un moment donné d'un problème, d'une cause, d'une difficulté qui les fait réagir, et donc ils disent « moi, je veux avoir un impact ». Donc, l'autre point extrêmement important, c'est qu'ils puissent mesurer, toucher, voir
de manière extrêmement concrète ce que produit leur don ou ce que produit le temps qu'ils donnent en fait. Donc il y a à la fois une nécessité d'instantanéité et aussi de lisibilité de l'impact de l'action en fait. Alors que avant on disait bah moi je vais aller donner du temps et puis c'était sur des tempos et des rythmes qui étaient très différents de la plus jeune génération. Mais parce que c'est la génération du digital. Hein. Donc, tout doit être fait sur ces modes-là, à la fois la rapidité et aussi la lisibilité, la visibilité de ce que je produis, de ce que je fais. Voilà, c'est la très grosse différence. Merci beaucoup pour ce complément et cette précision, Axel. Et j'ajoute également pour celles et ceux qui se posent la question que Sciences Po Alumni et le groupe ESS organiseront à l'automne prochain, en fonction évidemment des conditions sanitaires, mais organiseront à l'automne prochain un forum des associations à Sciences Po pour aider les alumni qui le souhaitent à trouver l'association au sein de laquelle ils souhaitent s'engager. Il est, mesdames, messieurs, chers amis, chers alumni, 9h33. Nous sommes engagés à ce que cette webconférence dure 1 heure. Je sais que vous avez encore beaucoup de questions. Je les vois défiler. Pardonnez-nous de ne pouvoir les prendre. Je dois vous transmettre les très chaleureuses salutations de notre président Pascal Perrineau qui vient de m'écrire, qui est retenu sur un plateau de médias concurrent à Sciences Po Alumni, ce qui est tout à fait inacceptable. Mais néanmoins, il me charge évidemment de vous remercier très chaleureusement, Axel Davzac, de vous remercier très chaleureusement, Martine, Christine, l'ensemble du groupe ESS et évidemment chacune et chacun d'entre vous qui avez été nombreux à participer ce matin, un horaire très matinal à cette webconférence tout à fait passionnante autour d'Axel Davzac. Encore merci d'avoir accepté notre invitation, cher Axel, et si vous en êtes d'accord, nous reviendrons vers vous dans quelques mois pour faire un bilan d'étape de cette période post-confinement et pour recueillir à nouveau votre témoignage et pour nous aider chacune et chacun dans nos différentes missions. Votre témoignage est extrêmement précieux. Voilà. Très bonne journée à toutes et à tous. Est-ce qu'il y aura un replay pour ceux qui voudraient le réécouter ou ceux qui n'ont pas pu